Alors, on comprend que vous vous amusez, fort heureusement, avec toutes ces créations aussi. Des moments où c'est presque plus flagrant. La Victor's House aussi pour la galerie Polaris. Au début, il s'agit d'une maison pour un chien et même après, vous déclinez avec une maison pour la souris. Oui, mais parce que le galeriste avait un chien, parce que maintenant il est décédé. Et il voulait absolument, et son chien vit avec lui tout le temps, et donc il voulait, parce c'est moi qui rénovais la galerie avant, et il voulait absolument que son chien puisse vivre, et donc il voulait apporter son panier à chien. Et il n'y a rien de plus laid que les paniers à chien qu'on trouve n'importe où dans le monde. Donc j'ai dit non, il n'est pas question dans une galerie d'art, on ne peut pas mettre un panier à chien normal. Donc on va faire un panier, une maison pour le chien. Et donc on est allé mesurer le chien, vérifier quelle taille il faisait, etc. Et on a fabriqué une boule, qui est une boule en aluminium poli, laquée noire, dans lequel il pouvait s'installer, et on a fait faire un petit matelas en tissu noir en dessous. Et Victor s'est installé là, et ça s'appelle Victor's House, absolument. Et quelques temps après, le galeriste m'a dit maintenant il est temps de le faire pour les souris, donc j'ai fait la même pour les souris. Et d'ailleurs, c'est pas pour les chiens, c'est pour ce chien-là. Hein. C'était pour ce chien-là. Ça veut dire que si quelqu'un, comme je dis toujours quand je le présente dans mes conférences, si quelqu'un a un autre chien et veut la même, j'irai mesurer le chien et on fera la boule qu'il faudra. Je comprends. Exactement. Adapté, c'est de l'architecture adaptée à la personne. Alors, autre installation artistique à Chaumont-sur-Loire, un lieu magnifique et qui reçoit quantité d'artistes, qui s'appelle Vanishing Black Hole. Là, me semble-t-il, c'est une installation qui convoque le son ou le sonore, mais finalement qui ne génère pas de son. Mais vous jouez avec le son, non? En fait, la question, elle était que le thème de cette saison-là, c'était les couleurs. Et donc, j'ai décidé de faire un jardin noir. Et pour faire un jardin noir, je me suis dit aussi que tout autour de moi, il y aurait des couleurs partout, et que je voulais donc faire un jardin qui soit silencieux. Parce que je me suis dit, ça fait beaucoup de bruit, toutes les couleurs, donc moi, je vais absorber le son et je vais me mettre dans le silence. Et c'est pour ça que j'ai mis ces plaques de verre noir autour de l'espace, que j'ai rempli le sol avec une poudre de pneus assez épaisse, de 15 cm, et qu'au milieu, j'ai fait un petit bassin avec une surface noire. Et ce qui faisait qu'une fois qu'on rentrait dans cet espace-là, une personne qui était à chaque extrémité, s'il voulait se parler, il ne pouvait pas s'entendre. Ah oui. Donc il fallait se rapprocher de la personne. Parce que c'était un lieu de méditation, un lieu de calme, au milieu du brouhaha, des couleurs autour. Contrairement à un étang où on peut parler, chuchoter oui, bien à la sûr, personne. Alors que là, on ne pouvait pas. Ah oui, et c'est pour ça. Le pneu absorbait tout. Ce qui en fait une installation sonore et qui convoque le travail de John Cage. Inévitablement. Alors, on en parlait tout à l'heure avec notre réalisateur qui nous vient d'Italie, le Macro, que j'ai eu la chance aussi de visiter. Alors là, la question que j'ai envie de vous poser, comment ose-t-on construire à Rome quand on est architecte? C'est quand même pas facile. C'est un défi. C'est-à-dire qu'en fait, le jour où on a accepté, on s'est dit qu'on allait faire le concours, qui était un concours ouvert au départ, je me suis dit, pourquoi pas, après tout, on peut le faire. Donc Rome, c'est une ville dans laquelle il n'y a pas d'architecture contemporaine, enfin il n'y avait pas d'architecture contemporaine, il y avait des choses en périphérie, il y avait juste Richard Meyer qui avait fait un petit bâtiment, un petit musée sur le côté du Tibre, et c'est un endroit dans lequel la seule chose qui est présente et qui est présente partout, ce sont les ruines romaines. Donc je me suis dit, faire un musée d'art contemporain, d'abord il n'y en a pas à Rome, il n'y en avait pas à l'époque, faire une architecture contemporaine, c'est un défi, encore une fois de plus. Et en plus de ça, on est au centre de Rome. On est juste à la périphérie du vieux centre historique. Donc, par chance, à cet endroit-là, on était à l'angle de 2 rues et ils nous ont demandé de garder les deux façades qui existaient sur les rues. On pouvait juste ouvrir l'angle pour pouvoir faire une nouvelle entrée au bâtiment qui existait derrière. Et c'est comme ça que je me suis dit, voilà, je vais avancer masqué. On va garder les façades comme ça. La ville n'a pas changé. Mais une fois qu'on est rentré dans le musée, on est dans un autre univers. Et là, c'est carrément autre chose. Et après ça, j'ai convoqué dans le projet, tout ce que je savais de Rome sans l'avoir vraiment visité. C'est-à-dire le fait que la ville est une ville, quand on regarde depuis les collines périphériques, où contrairement à ce qu'on pense quand on est en bas, où ça paraît très minéral, en fait au-dessus, il y a pas mal de végétal. Parce qu'il y a des terrasses sur beaucoup de toits des immeubles de Rome, et là, il y a du verre, il y a des arbres, il y a des choses comme ça, et c'est là où les habitants montent, et c'est dans les films des années 60 où on voyait ça très très bien, les discussions sur les toits de Rome. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un quartier dans lequel il n'y avait pas de place, parce que la ville de Rome, quand vous allez au centre, vous vous baladez de place en place, il y en a partout, il y a même une fontaine. Donc j'ai décidé de fabriquer une place. Donc en couvrant la totalité du terrain, quasiment au niveau du toit, c'était de fabriquer une place. Donc il fallait donner des accès de chaque côté, en fabriquant des rampes et des escaliers pour redescendre et rejoindre la ville, que la ville rejoigne le dessus du musée. Et la troisième chose, c'est le fait que comme c'est un espace urbain, dedans, public,
intérieur et dehors sur la terrasse, c'est de prendre le basalte des trottoirs et de l'emmener à l'intérieur du musée, sur le toit et sur le bas, et dans le foyer en bas. Ce qui fait qu'il y a une jonction, une cohésion complète entre la ville et le musée. Et après, c'est une promenade avec des circulations à mi-hauteur, parce qu'on avait des grandes hauteurs qui nous demandaient. Et ces circulations à mi-hauteur permettent aux personnes de déambuler et de décider où aller voir, parce qu'il y a parfois des infractuosités où on peut voir l'exposition un peu plus loin, mais vous ne l'avez pas vraiment vue. Donc c'est à chaque fois d'aller en déambulant, de découvrir ce que vous avez envie d'aller voir. Oui, d'ailleurs, c'est un circuit ouvert, contrairement à ces circuits fermés de certains musées. Actuellement, on commence ici, on finit là, on ne peut même pas revenir en arrière, qui est insupportable. Alors, vous avez collaboré avec beaucoup de structures, parfois avec une relative fidélité. Je pense à Luce Plane. Vous avez beaucoup travaillé la lumière. Qu'est-ce qu'on fait aussi en architecture, si ce n'est de travailler aussi avec la lumière, sauf que là, vous faites vous l'abordez de manière design, avec un objet actuellement, on est dans un contexte de Jeux Olympiques, donc de sport, que vous prenez au sport, que vous vous appropriez un petit peu, un geste finalement assez conceptuel, que vous recontextualisez, et vous prenez le javelot. Oui, parce que c'est un objet qui m'a toujours fasciné. Et donc je me suis dit qu'avec un javelot, on pourrait faire une lampe. Et en fait, bizarrement, du temps de la BPO, on avait fait les premiers javelots. On les avait fait artisanalement. C'est-à-dire que c'était des vrais javelots qu'on avait transformés avec une petite société des artisans qui étaient dans le quartier ici, et à côté dans le 3e, et qui faisaient des appareils d'éclairage, mais vraiment artisanalement. Et donc on est allé les voir et on leur a dit, voilà, on voudrait faire un javelot, on voudrait ouvrir le centre du javelot, pouvoir incorporer une lampe dedans, lui mettre un diffuseur, etc. Et on a fabriqué des lampes, et on en a fabriqué une dizaine qui ont été installées dans la BPO, et qui, il y a quelques années, lorsque la BPO a vendu l'intérieur de son bâtiment, j'ai racheté. Donc je les ai toutes récupérées. Et après, pour le macro, je me suis dit, je vais redévelopper ça maintenant de façon différente. Donc je suis allée au Salon du Meuble, où il y avait le Salon de la Lumière cette année-là, et j'ai été voir les différentes boîtes, entreprises d'éclairage, qui fabriquaient des éclairages, qu'on connaît tous, et je suis allée leur montrer ma lampe. Et il n'y en a qu'une seule, c'est Luce Plane, avec qui je me suis dit, on peut travailler, et eux, ils ont eu envie de travailler avec moi. Et donc, on a développé ce javelot ensemble. Et on l'a mis au macro, on l'a mis dans plein d'endroits après. Oui, qui est très beau quand vous le multipliez d'ailleurs. Absolument. Et après, la dernière chose qu'on en a faite, c'est un chandelier dans la tour de Barcelone, dans le hall de Barcelone. On a mis 25 superposés ensemble. Qu'on évoquera voilà, tout à l'heure. Et puis après, ils nous ont appelé. Enfin, après, j'ai fait un bâtiment à Lyon pour lequel j'avais besoin de faire une lampe pour un immeuble de bureau dans lequel j'enlevais le faux plafond. Donc j'avais besoin de traiter l'acoustique, donc de trouver des panneaux acoustiques et des appareils d'éclairage. Et je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas un mix entre les deux pour avoir qu'un seul objet? Et c'est comme ça que j'ai imaginé une lampe qui s'appelle maintenant le pétale, qui est un panneau acoustique sous lequel il y a une lampe et qui est recouvert, tout ça enveloppé d'un textile particulier, et qui absorbe par en dessous et par au-dessus le son, et qui en même temps éclaire au-dessus des bureaux. Et donc j'ai envoyé ces dessins à Luce Plane. Ils en ont fait un prototype et ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, Odile, ça marche vachement bien. Donc on va même le prendre maintenant au catalogue, donc ils l'ont mis au catalogue. Et puis après ça, ils m'ont appelé quelques années après pour faire une lampe pendante. Et comme ces grosses lampes, vous savez comment il s'appelle, ce designer autrichien, non allemand, je ne sais plus comment il s'appelait, bref, qui avait commencé à imaginer des grandes coupoles comme ça, sur lesquelles on avait l'éclairage direct sur la lampe, et tout le monde a fait ça. Et je me suis dit, mais moi, tout ça c'est de l'éclairage direct, et moi je vais faire de l'éclairage indirect. Et donc j'ai fabriqué une forme sous laquelle il y avait un disque qui était suspendu. Sur le disque, il y avait les appareils d'éclairage, et la forme en dessous permettait de faire le diffuseur qui renvoyait la lumière en dessous. Et c'est ça qui s'appelle Soleil Noir. Et puis plus récemment encore, parce qu'il vient de sortir cette année, ils m'ont demandé un chandelier, une nouvelle lampe, un chandelier. J'ai dit, prenons ça au mot. Et j'ai fait un chandelier qui vient de sortir, et qui est un ensemble de 10 bougies. On peut dire ça des bougies, on les appelle 10 bougies, qui sont faites en papier et qui sont accrochées à une structure métallique. Alors, vous dialoguez aussi avec les architectes, parmi vos pairs, on va dire, quand vous investissez notamment l'Opéra Garnier pour le restaurant. Ça ne va pas être facile non plus de rentrer dans l'opéra comme ça en se disant quel geste architectural je veux faire. Et là, vous choisissez un système de courbes auquel on ne s'attend pas nécessairement. Eh bien, si, c'était indispensable. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que d'abord, quand on m'a demandé si ça m'intéressait de faire ça, j'ai fait oui, bien sûr. Puis après ça, je me suis dit Charles Garnier, mais si je me suis bien souvenir dans ce que j'ai appris en histoire, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas été reconnu tout de suite. Quand il a fait l'opéra, on a dit qu'il n'était pas dans l'esprit du temps.
et qu'il faisait autre chose et qu'il avait répondu ben, c'est normal, c'était Napoléon III, il avait dit ça à l'impératrice. Et en fait, il était un peu décrié par l'Académie. Et je me suis dit, je sens que je vais me sentir confortable chez lui. Donc, d'aller voir comment ça se passe et comment ça fonctionne. Et j'ai découvert comment l'opéra était construit, ce qui est fascinant. Parce que tout ce que vous voyez comme piliers en bois, en métal, en pierre, qu'est-ce que je raconte? À l'intérieur, il y a les structures métalliques et puis il y a les gaines de chauffage qui passent dedans. Vous avez l'impression que c'est un bâtiment entièrement en pierre, mais en fait, il est en structure métallique. C'est très intelligent, c'était très moderne. Et en fait, pourquoi j'ai fait toutes ces courbes? C'est parce que j'ai eu l'interdiction de toucher à la coupole, j'ai eu l'interdiction de toucher au mur et j'ai eu l'interdiction de toucher les colonnes. Donc, j'avais que le sol sur lequel je pouvais m'installer. Donc, j'ai créé une forme qui sinuait entre les colonnes et tout ça, sans jamais les toucher, pour fabriquer et les poser sur des pieds qu'on fondait dans l'épaisseur de plancher d'1,50 m ou 2 mètres, je ne sais plus, qu'il y avait entre ce niveau-là et les voûtes qui étaient en dessous, qui étaient aussi classées monument historique, avec des grandes plaques de métal à l'intérieur. Et tout ça, ça tient et ça a fabriqué cet objet qui est un fantôme. Ah, c'est génial de penser en effet que cette courbe qui est majestueuse, elle naît aussi de contraintes. Ah ben, totalement de contraintes, oui. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que la façade aussi sinue, parce qu'elle ne touche jamais quoi que ce soit.